Donc, pour bien méditer sur la vacuité, il faut préalablement, vous avez bien compris, avoir une bonne concentration. Donc, ça fait partie de la méditation sur la vacuité dans un premier temps. On pourrait lire le Lamrim avant de méditer sur la vacuité aussi, mais bon, comme Geshe-la nous a déjà fait une méditation ce matin panoramique sur le Lamrim, on va pas le faire, mais c'est bien de lire par exemple les 3 principaux aspects de la voix, ou quelque chose comme ça, pour se mettre dans l'ambiance. Déjà, prendre une bonne posture de méditation avec le dos le plus droit possible et les autres points si possible, comme si l'on pratiquait Shiné. Donc d'abord, on peut se concentrer sur la respiration en comptant les cycles respiratoires. On essaye d'aller jusqu'à 21 respirations. On évite de suivre les pensées parce qu'elles vont nous disperser. Et on essaye de poser l'esprit fermement sur son objet, en l'occurrence la respiration ou l'image du Bouddha, comme vous préférez. Lorsqu'on sent que l'esprit est plus calme, plus serein, on développe une motivation positive pour faire cette session de méditation, en se demandant pourquoi est-ce qu'on veut méditer sur la vacuité. Quel est notre but? Quel est notre objectif? Pourquoi est-ce qu'on souhaite réaliser la vacuité? On peut penser à tout ce que ça peut apporter de bien d'avoir réalisé la vacuité, au niveau libérateur, être libéré des perturbations mentales, être libéré du karma. Être libéré des conflits, de la colère, de la jalousie, de l'orgueil, de la vue exagérée d'un soi, et de ressentir ce que ça pourrait être justement quand il n'y a plus ces perturbations mentales qui occupent notre esprit.
Ensuite, par-delà cette motivation personnelle, on essaie de l'étendre de manière beaucoup plus vaste et à voir quels effets ça aurait sur les autres, sur les êtres que l'on côtoie et sur aussi les autres en général. Et là, on raffermit notre motivation d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. On essaie de ressentir ça au niveau du cœur, que ce soit quelque chose de vivant, pas simplement des mots. Donc pour cette méditation qu'on va faire, essayez de vous remettre en mémoire ce que vous avez compris au sujet du fait que notre identité est vide d'essence, d'existence en soi, d'existence permanente, d'existence véritable, d'existence réelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ensuite, essayez de faire apparaître à votre conscience le moi, le je, le soi, et regardez comment il vous apparaît. Quand vous pensez je, qu'est-ce qui vous apparaît ? Est-ce qu'il vous apparaît quelque chose de substantiel, de concret, de réel ? Ou est-ce qu'il vous apparaît simplement une désignation conceptuelle ? De façon instinctive, comme ça, de façon immédiate, qu'est-ce qui nous apparaît ? C'est quelque chose qui existe véritablement, qui existe en soi, par soi-même, sans dépendre de quoi que ce soit. Donc, essayez de bien voir cet objet d'observation, donc, qu'est l'existence véritable. Essayez de vraiment ressentir l'existence véritable qui vous apparaît quand vous pensez à vous-même. Il y a un je qui existe, qui semble complètement distinct des agrégats, qui ne semble pas du tout désigné sur les agrégats, mais complètement indépendant.
Donc c'est ça le jeu qu'il faut éviter. On peut faire la même analyse avec les autres phénomènes, en pensant à n'importe quoi, quel que soit l'objet auquel on pense. Quelle que soit la chose à laquelle vous pensez, cette chose-là, elle nous apparaît comme existant véritablement. Donc toutes les apparences sensorielles, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on entend, semble exister véritablement. Donc c'est ça l'ignorance, c'est d'appréhender tout ce qui nous apparaît comme existant véritablement et de croire à cette existence sans la remettre en question. Alors, comment faire pour prouver que ce jeu ou ces phénomènes n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent ? C'est en regardant de près. Si un phénomène existait véritablement, on devrait pouvoir le trouver quand on l'analyse. Or, plus on analyse le jeu, moins on le trouve. On ne le trouve pas dans le corps, on ne le trouve pas dans l'esprit, et il ne peut pas exister ailleurs. Et c'est pareil pour les autres phénomènes. S'ils existaient en eux-mêmes, on devrait pouvoir les trouver. Or, on ne trouve la table sur aucun objet de désignation. On ne trouve pas la table sur ses parties, sur aucune de ses parties. Donc toutes ces apparences sensorielles qui se présentent à nous, en fait, qui apparaissent et qu'on prend pour réelles, sont comme des illusions. Parce qu'elles apparaissent comme si leur identité correspondait à ce qu'elles sont. Elles apparaissent comme si leur identité les habitait intrinsèquement en tant que leur essence. Quand on voit la table, on pense que la table existe. Que c'est son identité personnelle, universelle. Que c'est son essence. C'est pareil pour le jeu. Donc essayez de méditer en laissant se dérouler devant vous toutes les apparences, quelles qu'elles soient, sans vous y accrocher, comme à des faits objectifs.
voyez que toutes ces apparences, en fait, sont des productions interdépendantes. Ils n'ont pas d'existence en soi. Donc prenez un objet, n'importe lequel, qui vous apparaît exister véritablement, indépendamment, et regardez, prouvez-le à votre esprit qu'il n'existe pas véritablement, parce que c'est une production interdépendante, qui existe en fonction de ses parties, en fonction de causes et de conditions, en fonction d'une conscience qui désigne cet objet. Donc en voyant l'interdépendance des phénomènes, on voit leur vacuité. Leur absence d'existence véritable. Donc, reproduisez sans arrêt l'analyse, comme ça, faites venir un objet à votre conscience, que ce soit le jeu, que ce soit un phénomène qui vous apparaît véritablement existant, intrinsèque, et décortiquez-le dans ses parties, dans ses causes et conditions. Dans le fait que c'est une désignation imposée sur une base de désignation, jusqu'à ce que vous acquériez la certitude qu'il n'y a aucun objet qui existe véritablement. Pas plus le jeu que les autres phénomènes. Et donc on peut faire ça en marchant, en se promenant, dans n'importe quelle activité qu'on fasse. On peut le faire avec ce qu'on est en train de faire maintenant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de méditer. Qui est-ce qui médite? Où est le je qui médite? Pourquoi est-ce que je dis que je médite alors que c'est le corps qui est assis en posture? Il est où ce je? S'il n'y a pas de je qui médite, est-ce qu'il y a une action de méditer? Est-ce qu'il y a une méditation? Que ce n'est pas qu'une simple désignation sur une posture du corps, sur une conceptualisation?
à force d'analyser les apparences, comme ça elles perdent complètement leur existence réelle. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Elles existent, simplement désignées. C'est ça leur véritable mode d'existence, d'après les Prasangika. Si on cherche l'objet au-delà de cette désignation, on ne trouve rien. On trouve d'autres phénomènes qui sont eux aussi vides d'existence en soi, etc., etc. Pour nous aider à lâcher prise, on peut aussi méditer sur l'impermanence de chaque instant, en voyant que tous ces phénomènes sont dans un processus de changement constant. Donc toute idée d'existence intrinsèque se défait, se dénoue complètement. Donc lorsque vous êtes arrivé à ce point-là, essayez de maintenir une attention intense sur cette conscience qui appréhende donc la vacuité, l'essence vide des choses, de nous-mêmes, de notre esprit, de tous nos objets d'expérience. On termine cette méditation en faisant la promesse qu'on va être attentif aux apparences conventionnelles. On ne va pas se laisser leurrer par les apparences conventionnelles en leur donnant une existence qu'elles n'ont pas. Et maintenant qu'on a perçu la vacuité, c'est-à-dire la façon dont les choses existent, on ne va pas laisser les apparences conventionnelles affaiblir cette pleine conscience. On va dédier donc les mérites de cette pratique de méditation sur la vacuité pour le bien de tous les êtres, en imaginant qu'ils sont libérés de toutes leurs souffrances qui sont liées à la croyance en l'existence véritable d'un soi, de la personne et des phénomènes. Imaginez que tous les êtres sont désormais pourvus de toutes les conditions favorables pour réaliser le sens profond des enseignements, avec un esprit qui cherche à comprendre la vérité, et qui est libre de la saisie de l'existence véritable. Ok, on va arrêter là et
J'espère que vous voyez que chaque fois qu'on fait une méditation sur la vacuité, il est possible de réaliser la vacuité pendant cette méditation. C'est pas quelque chose d'infaisable. C'est vraiment quelque chose qui est à notre portée. Chaque fois qu'on médite sur la vacuité, on peut avoir une expérience. Après, bon, ça ne dure pas forcément, mais si on a cette expérience, déjà on peut la prolonger. Après. C'est mieux, oui. Pour avoir une expérience, oui, tu peux bien avoir une expérience de vacuité sans avoir réalisé chiner. Après, la réalisation stable et complète de la vacuité, là, il faut chiner. Oui. Mais pour une expérience, non, c'est pas nécessaire. Déjà, ça donne un petit goût. Hein. Bon, allez, petite pause, un quart d'heure. Un petit quart d'heure.